Jelly, jelly, On peut voir un peu l'origine de cette langue hein, sur le plan géographique. C'est approximatif, bien sûr, mais on peut la situer quelque part ici. Et il y a ce qu'on appelle en linguistique une isoglosse, c'est-à-dire une ligne de séparation géographique entre deux traits linguistiques qui séparera ensuite les langues africaines en deux branches. C'est un peu comme pour le domaine français. Vous avez une ligne de séparation qui est la Loire, et les langues qui sont au-dessus de la Loire, on les appelle des langues oïl, et les langues qui sont au sud, on les appelle les langues d'ocre. C'est la même chose ici, sauf que les langues qui sont au sud de cet isogloque sont beaucoup plus conservatrices. Donc, je m'appelle Simon Ferrandou, je viens du midi de la France, pas Toulouse, mais j'habite proche de Nice, une petite ville qui s'appelle Vence. Je suis auteur, poète et conférencier et chercheur indépendant, et je mène des recherches dans ce domaine des origines de la civilisation, et je vais utiliser la présentation de Jean-Claude Molly pour vous donner une petite précision en fait sur ce qui m'intéresse le plus. Vous avez vu dans ce qu'il vous a montré tout à l'heure, il vous a montré une carte de l'Afrique avec différentes vagues migratoires voilà, des peuples africains qui sont sortis d'Afrique. Et il vous a montré qu'en fait, par ces vagues, les langues, notamment bantoues, auront été assimilées par les peuples vivants en Arabie, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Proche-Orient, en Asie, etc. Et en fait, moi, c'est cette passation en fait, qui m'intéresse le plus dans mon travail, c'est-à-dire l'origine africaine de ce qu'on appelle les langues indo-européennes aujourd'hui. Donc, il vous l'a dit tout à l'heure, moi j'ignorais qu'il allait le dire de cette façon. Voilà, dans ma recherche, je suis souvent confronté à cette question, et en étudiant les proto-racines de l'indo-européen, je me dis souvent, mais tiens, ce sont les mêmes que dans les langues bantoues, dans des langues africaines, et il y a comme ça en fait une continuité. Que signifie Muntu est un être de vibration? Maintenant que j'ai raconté des histoires sur les vibrations, c'est quoi? Qu'est-ce qui, dans notre tradition, me fonde à dire que dans notre façon de comprendre l'être humain Muntu, au fond du fond, c'est un être de vibration? J'aurais pu l'inventer. Eh bien, je vais vous montrer quelques extraits des documents. Voilà. Celui-ci en particulier, la notion de personne, je ne vais pas raconter l'histoire, c'est un ouvrage que vous devez trouver. Et l'article du doyen Youssouf Tata Cissé dans ce document est intitulé comme ça. Signe graphique, etc. C'est l'un des articles qui m'a le plus... En fait, les travaux de Youssouf Tata Cissé avec Germain Detelem, et en particulier cet article, m'ont vraiment vous chauffé la tête. Je vous le conseille vivement. Voilà ce qu'il dit. Fouti. Hein? C'est en bambara. Hein? Ce sont des catégories de nos langues. Vous voyez pourquoi si on ne va pas vers nos langues, on va souffrir. Fouti, c'est dans nos langues. Et il y a un frère qui m'a dit que c'est quasiment la même signification, la même prononciation et la même signification en japonais. Depuis le XVe siècle, il s'est passé quelque chose d'assez particulier. Alors, naturellement, cette chose n'aurait pu, à mon avis, se passer qu'à l'ère des poissons, parce que l'ère des poissons est une ère dont la vibration est très particulière. Mais puisque nous en avons pratiquement terminé avec cette ère de poissons, il faut pouvoir comprendre, en fait, quelle est cette problématique des 4 points cardinaux. Vous avez des peuples qui vivent partout à travers la planète, mais qui savent se soustraire de l'énergie dégagée par ces notions de points. Parce que ça paraît totalement étrange de dire que les points cardinaux ont une influence particulière sur la vibration d'un être humain, mais la chose, c'est que dans les textes sacrés, on en parle beaucoup. Et il y a des choses qui sont dites qu'il faut pouvoir, je pense, au moins traiter par l'expérimentation. Donc c'est pour ça que je me suis dit, le but du jeu, c'est d'essayer de voir comment toutes ces choses-là interagissent. Donc comment les ancêtres ont cerné les énergies du Nord. Vous voyez, tout ça naturellement dans le cadre de la célébration de nos humanités classiques, donc Kamit, les humanités classiques africaines. Les Coptes aujourd'hui sont les chrétiens d'Égypte.
Okay, bien qu'ils soient arabes, ils parlent arabe aujourd'hui. Mais parfois, dans leur littérature, leur liturgie notamment, ils font appel à cette tradition. Donc, parfois, ils utilisent des mots coptes dans la liturgie, donc la manière de faire le culte, etc. Mais c'est quelque chose qui a quand même largement disparu aujourd'hui en Égypte. Mais lorsqu'on parle de la langue copte, pour moi, c'est quelque chose de relativement important parce que le copte, pour moi, c'est une langue classique. Nous devrions tous étudier le copte parce que c'est un témoin sûr vis-à-vis de cette antiquité en fait, qui nous intéresse. C'est-à-dire que lorsqu'on questionne l'antiquité africaine, du point de vue de la linguistique tout au moins, c'est toujours bien de passer par le copte parce que le copte, ce n'est pas une invention, ce n'est pas une convention entre savants dans une petite chambre. Le copte, c'est toute une littérature. Bien qu'elle ne soit réellement que très largement ecclésiastique, puisqu'il n'y a pas de roman en copte ou de ce genre de choses, mais c'est quand même des choses à tester. Il y a des documents en copte qui permettent de témoigner en fait de l'existence de cette écriture. Donc c'est toujours important de vérifier, lorsqu'on fait des correspondances, de vérifier ce que dit le copte pour voir en fait quel lien le mot copte peut avoir avec les langues africaines. Jegi,